Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission Les Rendez-vous de Sylvie. Et oui, je suis toujours accompagnée de Thierry. Alors aujourd'hui, c'est un invité d'honneur qui nous fait l'immense plaisir de participer à notre émission, Monsieur Christian Delagrange. Alors en images, voici quelques grands moments de la carrière de cet artiste, notamment interprète de Sans toi, je suis seul, vendu à plus de 1 million d'exemplaires. Je suis seul, sans toi, mon amour. La vie ne signifie plus rien. À quoi servent les nuits? À quoi servent les jours? Les mots que tu ne dis pas. J'aime ta façon à toi de garder toujours l'avantage. L'amour déçu. Tu étais bien trop fragile. Aimer n'est pas toujours facile. Mais tu es belle. Et à ton âge, on ne meurt pas d'amour. Ma solitude et d'amour en amour, je te cherche toujours et je me brise un peu le cœur. Les mêmes peurs, les mêmes erreurs, les mêmes coups de cœur. On est les mêmes, beaucoup de mal à dire je t'aime. Les mêmes peurs, les mêmes. Christian Delagrange, bonjour à toi. Bonjour. C'est un grand plaisir de te recevoir sur le plateau de Décibelge. On te remercie tous les deux, hein Thierry? Oui, bien sûr. Voilà. Bonjour Thierry. C'est un grand honneur d'avoir un artiste avec autant de talent. Exactement, et on va en parler Bon, tout à l'heure. voilà, je me sens bien. Voilà. Alors dis-moi, tu viens de loin, Je viens du côté de Montpellier, du côté de Sète, exactement. c'est là où tu habites. Voilà, où D'accord. j'habite. Et ça a été le voyage? Très bien, très bien, très bien. J'ai appuyé sur le champignon tout le long, le train a été très vite, donc ça s'est bien passé. Voilà, c'est super alors. Ok. Alors, tout le monde sait que tu viens du Maroc. Oui, je suis né au Maroc, oui. Tu es né au Maroc. Et puis tu es venu en France. Changement de climat, Oui. changement de mentalité. Oui, mentalité, je sais pas, j'avais 8 ans. Donc, Ah ouais, c'était très je jeune. me rends pas Ok, bien d'accord. compte, mais de climat, certainement. Oui, Quel parce est le que, souvenir que tu gardes de ce changement? je venais d'un endroit où on pouvait même se baigner en hiver, parce que quand on est môme, on n'est pas frileux, hein, on se baigne dans Ah, une eau. ça, c'est vrai. On me met dans une eau à 20-22 degrés, ça, on n'en a pas peur. Hein. Et d'un seul coup, je me retrouvais dans un endroit où il faisait vraiment très froid, c'était pas le pied, quoi. Hein. Donc, au départ, ça a posé beaucoup de problèmes. Je me suis retrouvé avec pas mal d'angines, de machin, de tout ce qu'on pouvait, voilà. Et puis, donc j'étais à Grenoble, voilà, un peu plus exactement. Donc, si vous voulez dire qu'il y avait des montagnes, et moi j'habite au pied d'une montagne, et au pied de cette montagne, à 4 h de l'après-midi en plein été, tac, le soleil il partait derrière. Il n'y avait plus de soleil derrière. Horrible, mais c'est horrible. Mais pourquoi ça existe les montagnes? Pourquoi on ne les a pas toutes délimitées? Oui. Je comprends pas, quoi. C'est clair. Donc, j'ai jamais été copain avec les montagnes. Je déteste le froid, je déteste la neige, je déteste le ski, je déteste tout ça. Laissez-moi à la mer. Ouais, c'est- On a un point commun. Parce que moi aussi, je déteste tout ce qu'il y a. Ouais, pareil, moi. Mais il y a quelque chose quand même, un souvenir que tu es. Apparemment, tu es le spécialiste de l'homme qui trouve les épices qu'il faut dans les plats. Ah, c'est pas spécialiste de ça, c'est simplement que mon enfance m'a éduqué un peu, m'a donné ce goût aux épices. Et c'est vrai que les épices sont un arc-en-ciel. Quand on goûte quelque chose, il manque ça.
Hein, et quand je fais un plat, de toute façon, même tous les plats, même français, je mets des épices dedans. Hein. Je mets du cumin, surtout. Ma salade, il y a du cumin dedans. Et donc, mais il n'y a pas besoin de le goûter, c'est simplement en dose, et juste à ce qui coule, on se dit, voilà, tac, ça va, c'est bon, il y en a assez. Le bon dosage. Voilà. Le bon dosage. À cette époque, tu avais déjà une idole, tu avais déjà des idées de ce que tu voulais faire? Oui, en fait, je suis arrivé donc à 8 ans. À 8 ans, je me suis retrouvé dans une école qui s'appelait l'école de l'Aigle, c'est donc à Grenoble. Et dans cette école, il y avait des frères. C'est une école de frères, c'est une école religieuse. Et je me suis retrouvé avec le jeudi où normalement je n'avais pas école, donc c'est le jour où je joue aux billes avec mes copains. Et là je me suis retrouvé en face de moi avec un frère qui m'a dit: je t'ai entendu chanter dans les cours de musique, tu vas venir à la chorale le jeudi. Okay. Je ne sais pas chanter, je chante comme une casserole. Bon, et il m'a dit non, de toute façon c'est où tu viens pour la chorale ou tu viendras pour faire tes devoirs. Bon, moi, je viendrai pour la chorale. Et je me suis retrouvé devant cet homme qui avait, je me souviens, un bout de roseau en guise de baguette magique. Et on a fait un jour de répétition. Et cette répétition-là, il était là devant nous. Et vous chantez. Alors, il chantait. Ah, c'est les paroles que j'ai apprises, que j'ai sous les yeux aussi. C'est les mêmes paroles. Mais c'est pas la même chanson qu'on m'a dit de chanter tout à l'heure. Et puis eux aussi c'est un autre air et tout. Comment ça se fait? C'est pas normal. Et puis d'un seul coup, il nous a tous mis ensemble. Et là, je fais c'est un magicien. Je venais de découvrir la fameuse baguette. Non, je venais de découvrir toutes les voix s'harmoniser ensemble. Et j'ai trouvé ça tellement beau que je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Alors du coup, j'ai cassé ma tirelire et j'ai acheté une vraie baguette de chef d'orchestre dans un écrin et tout, s'il vous plaît, avec la vraie baguette de chef d'orchestre. Ma maman avait rallongé un peu la tirelire, quoi. J'étais emballé et ce jour-là, cet homme m'a pris à chanter et je l'ai jamais quitté jusqu'à sa mort. C'est-à-dire qu'il était très ami avec mes parents, puis avec ma maman après, par la suite quand mon père n'était plus là. Et il venait souvent en vacances chez ma mère qui était à Aix-en-Provence. Moi j'étais à Paris à l'époque, mais bon. Et je venais le voir, et quand je venais le voir, après je venais le dernier jour ou l'avant-dernier jour où il devait partir, et je le ramenais en avion, parce que je pilotais, jusqu'à Lausanne où il habitait. Voilà. Mais il est toujours resté fidèle, on a toujours gardé cette amitié fidèle et cette admiration pour cet homme qui m'a tout donné dans la vie. C'est lui qui m'a appris à chanter. Okay. Et alors on en vient à une histoire qui moi m'a un petit peu interpellée. C'est que tu rencontres des gens qui te disent « Ouais, moi je connais un producteur, tel producteur ». Et pour finir, tu tombes sur l'homme qui joue au flipper. La première histoire, c'est que je me suis retrouvé, dans la progression, je me suis retrouvé après avec des groupes d'orchestres. J'ai quitté la chorale, évidemment, je chantais dans l'orchestre de bal, dans l'orchestre de rock, dans l'orchestre de tout ce qu'on veut. Jusqu'au jour où il y a un gars qui est venu me voir en me disant « Mais je suis Gérard Jacquemus, bassiste des Chats Sauvages, je voudrais te faire enregistrer un disque sur Paris. » Je me suis dit « Ah !» Donc j'y suis allé. Bon, donc ça a été merveilleux, on a fait un truc qui est rentré un peu dans le cadre de ce que j'aimais, c'est un peu rock'n'roll. D'ailleurs, ces chansons des toutes premières années, sous un pseudonyme qui était Chris Galbert, on les retrouve dans un album que je viens de sortir, et avec des trucs, c'est merveilleux parce que ce disque il reprend des chansons qui ne sont jamais sorties, même des fois qui étaient dans les tiroirs qu'on avait complètement oubliées, que plus personne ne se souvenait. Et le monsieur qui s'en occupait, c'est Mathieu Moulin, qui a, à Marianne Mélodie, qui a ressorti toutes ces chansons, et on a fait cette espèce de compilation magnifique, cette trilogie. Et donc, Carmen, ça a été le premier succès sous Chris Galbert. Et j'avais fait quand même 350 000 à la chanson, donc un disque, c'était très bien. On a ressorti un autre. On a fait que 150 000, mais c'était quand même bien encore. Mais bon, peut-être c'était pas les bonnes chansons. Et puis on a fait un troisième en se disant, cette fois-ci, on a les bonnes chansons. 30 000. Donc, bouf. Donc, terminé. J'étais à la rue, j'étais dans Paris, je faisais ce que je pouvais. Et j'essayais de voir des producteurs. Alors, moi, je connais tout le monde, là. C'est là où le fameux mec qui me dit, moi, je connais tout le monde. Tu vois, le gars qui joue au flipper là-bas, c'est le producteur de David Alexander Winter. J'ai dit, ah bon? Je suis arrivé vers lui, j'ai fait,
je m'appelle Chris Galbert, j'aimerais bien travailler avec toi. Et lui, il m'a fait, pourquoi pas, passe à mon bureau. Et c'est parti comme ça, sous Et le nom Christ, ça vient d'où ça? Parce que j'ai entendu dire que c'est un piochant dans le bottin. Ah, Chris Galbert, oui, oui. Galbert, c'était, j'avais tourné les pages comme ça, et puis j'ai fait tac, et puis il y avait Galibert. Là, ça fait pas anglais, mais parce qu'à l'époque, c'était Eddie Mitchell, Johnny Hallyday, ils avaient tous Dick Rivers, ils avaient tous des noms anglais, quoi. Et j'ai dit, on va enlever le i de Galibert, et je vais mettre un L à la place, ça fera Galbert, voilà, avec deux L. Okay. C'est parti comme ça. Après, j'ai retrouvé mon nom. Voilà, et là, l'aventure Christian de la Grange a commencé. Voilà. Pour moi, la vie va comme non, c'est pas ça. Là, tu enchaînes les tubes. Sans toi, je suis seule. À Rosetta, sans toi, je suis seule. Après, c'est Tendre Cathy, je crois. Ouais. Explique-moi un peu ces tubes qui ont fait c'est un grand succès. Rosetta, c'était un grand succès. Explique-moi un peu comment c'est venu ce tube-là. L'histoire de Rosetta. L'histoire de Rosetta. Moi, je veux savoir. La fameuse histoire de Rosetta. Oui. La belle histoire de Rosetta. Rosetta, c'était mon producteur. J'avais un producteur et un coproducteur. Ce coproducteur, il était président des disques Riviera, qui était Barclay à l'époque. Il avait un label Riviera. Et donc, Léo Missire avait une femme qui s'appelait Patricia Carly. Alors il me dit un jour, viens Patricia, t'as écrit une chanson, ça va être ton premier 47 tours. D'accord, donc j'y vais avec l'autre producteur, on y va ensemble. Et elle commence, alors moi j'étais quand même Carmenou, waouh, et tout le monde. Et donc elle arrive, depuis que je suis amoureux de toi, Rosetta. Qu'est-ce que c'est cette chanson? Je vais pas chanter un truc pareil, quoi. C'est pas du rock, c'est pas du rock, quoi. Et elle me voit faire la tête et elle me dit, qu'est-ce qui se passe? C'est le prénom qui te gêne, si tu veux, on peut l'appeler Patricia. Alors la chanson disait, j'ai envie de toi, de te faire l'amour, quand vient la nuit, quand vient le jour, te voir sans peur désobéir à ta pudeur. Femme de mon producteur, je vais pas commencer comme ça dans le métier, c'est pas possible. J'ai dit non, Rosetta, c'est vachement original, c'est chouette, quoi. Elle me dit, bon, comme tu veux. Et puis le jour de l'enregistrement, on arrive dans les studios Barclay, il y avait l'arrangeur, Jean Bouchetti, qui était le chef d'orchestre arrangeur, qui nous accueille, qui était là pour accueillir tout le monde, qui nous accueille. Moi, j'arrive avec Patricia Carly et Léo Missire. Patricia, bras dessus, bras dessous, on arrive comme ça. Et Léo Missire, en homme galant, elle fait, bonjour, ma chère Rosetta. Et là, je m'étouffe littéralement, et elle me regarde, me dit, tu sais, mon vrai prénom, c'est Rosetta. Ah ouais, voilà. Et c'est comme ça. C'est ça l'histoire de Rosetta. C'est une belle histoire, c'est une très belle histoire. De Rosetta. Je me suis fait avoir dès le départ. Tu rencontres aussi Mike Brown, quand même. Tu as été fort concurrencé avec lui. Au niveau alors, les gens nous concurrençaient, mais nous, au contraire, on se régalait parce que c'est. Vous étiez amis, vous faites. Oui, on avait beaucoup d'admiration l'un pour l'autre, je suppose, puisqu'à chaque fois quand on sortait un album, enfin un 45 tours, c'était chaque fois on s'appelait. Je disais, Mike, t'as vu, j'ai fait un contre-truc là. Et lui, il dit un double contre-truc. Ils m'ont rappelé quelques jours après, il me disait, j'ai fait un double contre-ré. C'est celui qui montait le plus haut à chaque fois. Voilà, et c'était notre petite guéguerre. Mais vous étiez amis, quoi. Mais on s'est été amis, d'ailleurs, on s'est échangé des fois notre matériel. Je me souviens d'un jour où on était sur Montpellier, moi, et lui était à Valenciennes, et le lendemain, j'étais peut-être Roubaix ou Tourcoing, je sais plus. Et donc, pour éviter que les camions de matériel de sono fassent un grand micmac en plein été, lui est passé à Montpellier le lendemain, j'ai laissé ma sono pour lui avec mes techniciens et j'ai été rejoindre les siens qui sont venus sur la ville où j'étais. Voilà. On faisait comme ça, c'était des moyens de s'entraider et on se retrouvait très régulièrement chaque été dans un hôtel qui était à Montpellier, qui s'appelait le Reggae News, où il y avait tous les artistes qui se retrouvaient à l'époque, avec tout, Hallyday, Sardou, toute la bande, on était tous là. Et on passait quelques jours ensemble au gré des tournées, quoi. Ce qui se passait. Je vais poser une question. L'artiste que tu préfères, que tu écoutes, la musique que tu écoutes et l'artiste que tu préfères écouter ou t'es fan. Alors, celui qui m'a le plus impressionné, c'est un Néerlandais, un Américain d'origine néerlandaise, qui s'appelait, je le prononce en français, Richard Harris. Je ne sais pas, vous le connaissez? Oui, ça me dit quelque chose. De nom, en tout cas, oui. Celui qui avait fait MacArthur Park, qui était comédien aussi, qui a fait Un homme de mes chevals, qui a fait plein de trucs comme ça, hein, je veux dire, il a fait plein de films. Et cet homme-là, pour moi, c'était le Brel américain, quoi. Il avait un côté d'interprétation, à chaque fois qu'il chantait, j'avais les poils qui faisaient ça, quoi. C'était merveilleux. Et je l'ai rencontré un jour, à une occasion, c'était au Canada. J'arrive là-bas et l'attaché de presse
me dit écoute, on sort ton album demain, on a fait la conférence de presse demain, mais on voudrait le faire avec un autre artiste, ça te dérange pas? Je dis non, pas de problème. Et le lendemain, je me retrouve et elle me dit tu vois, regarde, tu connais ça, Richard Harris? Ouais, je connais comment. Moi, bien, on va lui dire. Non, attends, c'est un dieu pour moi. Ah oui. Je dis, mais non, tu vas voir. Donc, je vais le voir. Et puis, elle dit, Christian French singer. Elle dit, oh, you're a French singer. Come on, man, you want to be here? Et on a commencé à refaire le monde comme ça. On a discuté, on a échangé plein de trucs. Et là, j'ai compris que les grands de ce monde sont des gens de plein d'humilité, plein de gentillesse. Ils ne se prennent pas la tête et ils restent ouverts à tout. Un peu comme toi. Hein. Bon, enfin, ça, c'est le grand de ce monde. Je suis un petit grand, alors. C'est déjà quelque chose. Et pour moi, en tout cas, pour les spectateurs, j'imagine certainement qu'ils te voient aussi un peu dans... Et la musique que les gens, quand tu fais un concert, la musique la chanson que tu la chanson préférée de tes fans. Je crois qu'il y a toutes les... Alors, si j'enlève une chanson connue dans le truc que j'ai l'habitude de chanter, parce qu'il y en a que je ne chante pas, mais celle que je chante, si elle n'y est pas, ils vont me faire la gueule. Ça, c'est évident. Ils vont te manifester. Mais après, il y a des chansons... je les amène un petit peu avec moi dans des chansons plus récentes, plus... Voilà, et petit à petit, je me force à les obliger à les aimer, parce qu'évidemment, il n'y a que les anciennes qui comptent, mais les anciennes, les nouvelles, un jour elles deviennent anciennes, et petit à petit, elles font partie des anciennes qu'on veut absolument aussi, c'est ça que je souhaite. D'ailleurs, après, il y en a plein. Quoi, ton dernier album, c'est en toute intimité, c'est ça? Oui, je crois. Les titres... En toute simplicité, voilà. Les titres, je les donne une fois comme ça en passant, et puis après, je vais dire, ils en font je sais que cet album-là, tu l'as créé avec des anciennes chansons que tu as fini de construire pour en faire l'album avec Jane Manson en duo. Jean, quand on avait repris, il y avait une chanson de Jean où Jean chantait, c'est Les larmes aux yeux. C'est ça. Et elle faisait que elle chantait et moi je faisais que parler dedans. Je faisais la narration un petit peu comme Dalida et Alain Delon. Dalida et Delon. Et c'est un peu frustrant parce que des fois je faisais des spectacles avec elle, on faisait cette chanson-là et puis petit à petit je me suis mis à la chanter aussi. Je faisais une partie à moi, une partie à elle. Et finalement on s'est dit pourquoi pas l'enregistrer. Voilà, et c'est devenu comme ça. On a enregistré la chanson beaucoup plus en duo qu'elle n'était au départ. Voilà. Okay. Tu chantes à Âge tendre. Que je chante à Âge tendre, voilà, exactement. Voilà. Ça, c'est un spectacle, Âge tendre. C'est un beau spectacle parce que c'est un feu d'artifice avec plein d'artistes. Et je pense que chaque artiste entame une chanson qui est très certainement la chanson la plus... qui sont les plus belles chansons, les plus grands tubes. Donc c'est un bouquet final de feux d'artifice. Il y a sans arrêt des chansons. Ah oui, ça, je connais, c'est super. Okay. Et les gens se régalent. Donc nous aussi, on se régale on va voir les copains chanter. Oui, il y a une belle palette d'artistes. Ça fait plus ou moins 4 ans que tu participes à... J'ai fait 4 années sur les 11 ans. Et tu as fait un hommage. Ah, tu as fait un hommage justement à Monsieur Michel Alguet qui a monté la tournée. Ah oui, c'est un homme qui a eu, bien sûr, comment je vais faire l'hommage, c'est un homme qui a eu le courage de faire, c'est le premier à faire une grosse tournée avec plein d'artistes. Voilà. Et après il y a eu Star 80, il y a eu plein de trucs qui sont greffés, qui sont venus dessus. Après, c'est un être humain, des fois il a fait des conneries aussi dans son truc. Mais chapeau, Monsieur Alguet, pour ce que tu as fait, parce que c'est vraiment, tu as été le premier à faire ça, et tu as eu les épaules et le courage de le faire. Voilà, c'était pas donné à tout le monde. Hein. Je veux dire, il fallait vraiment, la première fois que j'ai rencontré, je ne m'attendais pas du tout, et quand j'ai vu ça, je me suis dit bravo ce que vous faites, parce que vous apportez un souffle dans... Il y en a un autre qui a fait ça avec la télé, pareil, c'est Pascal Sevran, qui donnait beaucoup de chance à des artistes un petit peu oubliés, c'est vrai. Merveilleux. Et donc des Michel Alguet, il en faut. Ils sont importants, ces Michel Alguet. Okay. Une autre facette de toi aussi, c'est que tu as joué la Révolution française. Donc, il s'agit de quoi exactement? Alors, la Révolution française, c'était... Alors moi, j'avais le rôle... entre guillemets, le rôle principal, j'avais le fil rouge, c'était le fil rouge, dans le rôle de Charles Gauthier, qui était un député du tiers-état, et qui tombe amoureux d'une jeune femme qui s'appelle Isabelle de Montmorency, qui est noble. Et donc, à l'époque, c'était le bordel. Hein, je veux dire, les amours entre
contre un type normal du tiers-état, même s'il est député, mais c'est rien du tout, parce qu'il y avait la royauté à côté, et puis une princesse, enfin voilà, c'est un peu compliqué. Et cet amour impossible donne l'occasion de traverser un petit peu toute l'époque de la Révolution française. Et donc ça a été une belle expérience pour moi, ça a été merveilleux, c'est le premier contact avec entre guillemets le théâtre, parce que c'était quand même une comédie musicale, mais il y avait une partie de jeu d'acteurs dedans. Et donc ça a été un régal, parce que tous les soirs, je rencontrais mon ami. Parce que ma maman s'appelait Desmoulins, et Camille Desmoulins, c'est un ancêtre, un de mes ancêtres, voilà. Et donc tous les soirs, il se faisait guillotiner. Et moi aussi, à la fin, je me faisais guillotiner par Robespierre, enfoiré. Et donc, il y avait à l'époque, il y avait tous les gens qui étaient là, et, enfin, toutes les demoiselles qui étaient là, qui m'écrivaient des petits mots en disant « Non, je veux pas que tu meurs !» C'est une belle histoire, n'empêche. C'est collaboré avec Stéphanie, on a vu. Stéphanie Monaco, j'ai fait trois clips pour elle. Princesse. Qui voulait pas qu'on l'appelle princesse. Ça, oui, non, mais je ne sais pas si elle ne voulait pas, j'en sais rien du tout, mais je peux vous dire que c'est quelqu'un de merveilleux, qui est très gentil, une gentillesse absolue. Et j'ai gardé un très très bon souvenir d'elle, et je l'ai recroisée qu'une seule fois. Et la fois où j'ai recroisé, ça a été charmant, parce que quand elle m'a vu, elle a fait comme ça. Ok. J'ai trouvé ça trop mignon. C'est une femme merveilleuse qui s'est beaucoup investie aussi dans l'aide aux gens malades, pour le sida, etc. C'est quelqu'un de bien. On va reparler un petit peu de ton album, qu'on a reparlé tout à l'heure. Il y a d'autres artistes qui sont venus rejoindre cet album. Donc Jane Manson, ça c'est une chose. Mais Jane, il y en a d'autres. Et puis il y a aussi, alors il y a eu Delvis qui est un jeune garçon du voyage, et qui a un talent fou, qui joue de la guitare comme un dieu. Et il joue tellement bien que j'étais en admiration devant lui, parce qu'un jour il m'a contacté, il me dit voilà, j'ai une chanson, j'ai fait une chanson pour un duo, et je vous voyais bien dans la chanson. Je dis explique-moi. Il dit voilà, c'est un conflit père-fils, et à un moment donné il faudra que ce père et ce fils se retrouvent à la fin. Bon, j'ai dit c'est pas mal ton truc là. Envoie-moi la chanson, et après j'ai dit j'arrive, on va la faire. Voilà. Et c'est tellement bien ce qu'il fait qu'on a décidé de faire le prochain album, qui sortira je pense en décembre. On a fait un album ensemble. Alors, on fera juste un duo tous les deux, mais c'est lui qui a composé toutes les chansons. C'est très Gitanos. Ah, c'est cool, ça va donner. Il y a très Gitanos. Il y a une partie de Gitanos et une partie de chansons. C'est un petit peu musique du monde. D'accord. On est patient. Voilà, c'est très chouette, ce sera très chouette. Bon, mais il y a beaucoup de guitares dedans, évidemment. Il sera derrière partout. D'accord. Je devrais faire comme ça. Autre chose qui fait partie de toi, mais qui n'a rien à voir avec la chanson et le spectacle. J'enlève la casquette du chanteur. Voilà. Donc tu as fait partie d'une ONG. Je ne fais pas partie. Et après tu as créé. Ah oui, voilà, c'est ça. Donc tu as fait d'abord partie d'une ONG, et puis tu as créé ta propre ONG. Et après j'ai créé ma propre ONG, qui était qui est une ONG merveilleuse, avec des gens fabuleux que j'ai rencontrés, et qui sont petit à petit intégrés au jeu qu'on fait, parce que c'est un jeu de bonheur, de plaisir, mais c'est aussi beaucoup de travail et beaucoup d'investissement, parce qu'on a l'ancienne ONG où j'étais, il y avait beaucoup de gens qui se faisaient des bons petits repas, des bons petits voyages. C'est un président qui était un petit peu, et qui peut monter que dans les sièges en first en avion. Moi, je suis parti pour ça, et j'ai monté la mienne exprès pour ça. Et j'ai dit, je vous préviens, la chanson qui arrive maintenant, la chanson. Bon, j'arrête. Non, je rassure quand même que c'est de la grenadine. L'ONG que je vais monter, la structure que je vais monter, il y aura des premières classes, si mais chacun paiera son billet. Donc voilà, il n'y aura plus. Ce que je tenais, c'est que chaque centime qui tombait sur les comptes de l'ONG, c'était un centime qui irait uniquement dans l'aide humanitaire. Non pas pour se payer un repas, pour se payer le voyage, pour faire un frais de mission. On prend des frais de mission à notre charge, on sort de nos poches l'argent qu'il faut, et on y va. Voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire plein de choses. Assistance humanitaire et dans plusieurs pays.
Oui, on intervient dans plus de 20 pays. Je dis plus de 20 parce qu'il y en a un peu plus, mais c'est des petites actions qui ne comptent pas vraiment. Mais ça a été des petits clins d'œil. Mais c'est vrai qu'on a fait des choses très intéressantes. Et dernièrement, on a construit un hôpital à Kétou au Bénin qui fait 1800 mètres carrés. Wow. Alors pour nous, ça paraît petit, un hôpital de 1800 Non, mais pour eux, ça paraît géant. Avant, ils avaient 100 mètres carrés. Oui, et ils sont passés à 1800, c'est-à-dire 18 fois la grosseur. Et puis tout neuf, on a tout rasé, on a tout remis à zéro. Donc voilà, ça fait partie des choses qu'on fait. C'est une satisfaction extraordinaire. Tout le monde se régale, tout le monde prend beaucoup de bonheur à partager cette générosité et à se retrouver devant des gens qui savent dire merci par leurs yeux. C'est vraiment très beau. C'est vraiment émouvant. C'est très beau ce que tu viens de dire. Merci par leurs yeux. Certains de nos spectateurs souhaitent aider l'assistance. Comment doivent-ils s'y Assistance humanitaire internationale. Pour aller plus vite, on dit AHI. AHI, voilà. Alors, il y a eu un AAHI en Belgique, à Liège, justement. Qui était tenu par Patricia et le président est un ami qui malheureusement a eu un accident pas très loin d'ici en voiture et qui est parti de ce monde. Et c'est un homme merveilleux et je crois que tout le monde comptait tellement sur lui que ça leur a filé un coup et donc on a fermé boutique sur la Belgique. Donc il reste la France et le Bénin où il y a aussi une structure au Bénin, mais c'est beaucoup de travail parce que moi je ne pouvais pas être dans le sud de la France et puis ici en même temps aussi, donc ça devenait trop compliqué. C'est clair. Donc il y a eu de belles choses qui ont été réalisées. Il faisait, ça s'appelait Amigos Assistance Humanitaire et le premier projet qu'ils avaient Amigos donnait à manger à des gens qui étaient ils s'entendaient avec des restaurateurs pour leur donner à manger l'hiver. Et c'était très beau geste, c'était quelque chose de très chouette. Alors je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui, il faudrait que je recontacte, ça fait un moment que je n'ai pas de nouvelles, mais c'est des gens merveilleux aussi. Et donc voilà, on est tous, on rencontre des gens exceptionnels dans nos vies grâce à ça. Parce que c'est une chose essentielle de partager tous ces moments de richesse, comment dirais-je, de l'âme, du partage. C'est ça, le partage. Donc, sur cette association-là, il y a un site bien spécifique. Bien sûr, alors c'est Assistance Humanitaire Internationale. Alors, assistancehumanitaire.org, c'est tout attaché, assistancehumanitaire.org. Et il y a le Facebook qui maintenant, malheureusement, ça prend de plus en plus de place, presque plus de place qu'un site, parce qu'on actualise sans arrêt, c'est toutes les semaines. C'est Assistance Humanitaire AHI, voilà. Et donc, je ne sais pas, mais c'est compliqué tout ça, mais il y a le truc le plus simple du monde, c'est de taper sur Google n'importe quoi, Christian Delagrange humanitaire, et on va vous indiquer tous les trucs, et éventuellement si vous tombez sur le site d'AHI comme sur mon site, il y a le lien aussi pour le faire. Allez retrouver les informations pour pouvoir aller consulter cette fameuse page. Exactement. Et bien sûr, si vous voulez vous joindre à nous, c'est depuis 2007 où j'ai monté ça, c'est toujours le même. Tous les mois, c'est 30 euros. Tous les mois. Tous les ans, c'est 30 euros la cotisation. Ça fait partie des choses importantes, mais ça ne représente que 12-15% du budget. Le reste, c'est le budget avec les copains chanteurs pour aller faire des spectacles. C'est ce que j'allais te demander si tu réalisais certains concerts. Voilà. Mais ces 12% ou ces 15% sont très 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 importants. Ça permet d'avancer et puis ça permet de se dire on n'est pas seul, on est une grande famille d'amis, on est tous là, on est tous en train de se soutenir. Voilà. Et ça c'est merveilleux. Voilà, c'est ça. D'accord. Dis-moi un petit peu ton confinement, le confinement, comment est-ce que tu as vécu un peu, qu'as-tu fait? Je ne l'ai même pas vu, j'ai travaillé tout le temps. J'étais chez moi, même si je ne sortais pas, j'avais tellement de boulot, tellement de choses en retard, des dossiers pour l'humanitaire, des dossiers pour... Je me suis mis un petit peu à écrire un bouquin que j'ai arrêté dès que le confinement était fini, parce que donc j'en suis à 130 pages, il faudrait que j'en fasse au moins le double. Voilà, et donc j'espère trouver un jour le temps, mais c'est de la folie, quoi. Plus les années passent, j'ai l'impression que plus le temps s'accélère. On est dans une machine. Mais arrêtez-moi ce putain de temps. Si on pouvait avoir 12 heures, 24 heures, ce serait bien. C'est clair. On est dans un truc où ça devient de plus en plus rapide. Les choses arrivent. On ne se rend pas compte. Oui, parce qu'on vit dans un monde de fous.
faut tout faire. On a beaucoup de communication, on a beaucoup de contacts avec plein de gens, et puis faut toujours. Les gens attendent qu'on nous réponde tout de suite. On envoie un mail, on envoie un petit mot sur Facebook, on envoie un truc. Il faudrait répondre tout de suite. Bah, tu m'as pas répondu. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Tout à fait. Hein, donc on vit un truc de, c'est turbulence, hein, vie, attachez vos ceintures, hein. Ça bouge. Et puis on va parler aussi d'un petit peu de tes projets, tes futurs concerts. Futurs projets. Vas-y, étale tout. Là, je vais m'étaler sur la table. je suis heureux parce que la Belgique est là, et je pense qu'en France il y a de moins en moins de spectacles en ce moment, à cause du Covid. Et la Belgique, elle a le courage de continuer, les gens ont le courage de venir. Et bien sûr, on fait très attention à tout, on fait très attention à tout ce qui se passe pour que personne ne soit touché. Mais on continue à partager, à passer du bon temps ensemble. Et ça, c'est important. Donc, je dis à tous nos amis qui nous regardent, n'ayez pas peur. Si vous appelez pour un spectacle et quand vous dites venir, venez. Parce que, de toute façon, c'est qu'on n'aura pas atteint le quota maximum pour préserver tout le monde. Le petit mot de la fin, qu'on a déjà entendu, mais est-ce que tu as autre chose peut-être à annoncer? Non, le petit mot de la fin qui reviendra toujours, c'est encore et encore et encore. Merci à vous tous d'être présents, merci de venir à mes spectacles, et merci de m'apporter tout votre amour. J'apprécie beaucoup et j'essaie de vous apporter le mien aussi bien. Voilà, merci. Voilà, donc c'était le petit dernier mot de Christian Delagrange. Voilà, nous on te remercie encore une fois d'être venu. Avec plaisir. On te retrouve bien entendu pour tes futurs concerts parce qu'on sera là, hein, Thierry. Oui, bien sûr. On sera là. Et n'hésitez pas, bien sûr, à partager, à liker, ça va faire le tour du monde. Voilà, et encore merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres aventures. Voilà, au revoir. Ciao.